Le 26 octobre a apporté une nouvelle vague d'escalade. Alors que des explosions retentissaient sur certaines portions du front à la suite de frappes nocturnes massives, sur d'autres, les lignes de défense ont commencé à céder, poussant les experts à évoquer la perte de villes clés. Mais le plus important se passe peut-être non pas sur la ligne de front, mais dans le silence des étages chauds majors. Les deux camps ont lancé des réformes d'envergure de leurs forces armées, cherchant à s'adapter à une guerre prolongée. L'Ukraine passe à un système de corps d'armée copiant la structure de l'adversaire, tandis que la Russie a entamé une révolution à l'arrière, déclarant la guerre à la bureaucratie et aux ordres sur papier. Aujourd'hui, nous allons analyser comment les frappades nocturnes ont modifié la situation dans le sud, pourquoi la chute de Pokrovsk est devenue une question de temps et quelle stratégie de réforme ukrainienne ou russe se révélera la plus efficace dans cette guerre d'usure. La nuit du 24 au 25 octobre a été véritablement explosive. Vers minuit, des nouvelles alarmantes sont arrivées de Mykolaïv. Le chef de la résistance locale, Sergueï Lebedev, a transmis en urgence des informations selon lesquelles, près de la localité de Kamychany, dans la région de Kherson, les troupes russes avaient mené une frappe soudaine et dévastatrice. Tout indique que des bombes aériennes guidées, réputées pour leur précision, ont été utilisées. Selon Lebedev, une importante unité ukrainienne, comptant environ 200 personnes, voire plus, a été touchée. Personne ne savait ce qu'il était advenu d'eux après la frappe, mais une chose était claire. Cette nuit a été leur dernière. Les données définitives sur le Yaïk et sur les pertes n'étaient attendues que le matin. Mais il était déjà clair que la situation était critique. Les combattants survivants fuyaient en panique. Certains tentaient de se cacher dans les plantations voisines. La confusion régnait, ironie du sort. Tout cela se déroulait sur fond de préparation d'une attaque ukrainienne à travers le Dniepr. C'est précisément dans cette zone que les forces armées ukrainiennes prévoyaient de franchir le fleuve, mais après de tels impacts, tous les plans, semble-t-il, sont tombés à l'eau. Entre-temps, des informations supplémentaires ont commencé à arriver des cellules partisanes locales. Il s'est avéré qu'après la principale vague de frappes de bombes aériennes, les dronecieuses russes gérants ont commencé à achever méthodiquement les forces russes restantes, travaillant en étroite collaboration avec les missiles. L'effet d'une telle attaque combinée, selon les témoins, était impressionnant. Dans ce contexte, les chaînes Telegram ukrainiennes ont littéralement explosé avec un flot de messages de panique. Des informations ont fait état de toute une série d'explosions au-dessus de la ville de Kamianske, dans la région de Dnipropetrovsk. On parlait de plus de 20 impacts, ciblant non seulement les entrepôts de munitions, mais aussi les infrastructures essentielles. Selon certaines informations, la centrale hydroélectrique locale, qui avait déjà été endommagée la veille, a de nouveau été touchée. Une véritable panique a commencé dans l'espace informationnel ukrainien après que les forces armées ukrainiennes ont elles-mêmes frappé Briansk, vraisemblablement avec des missiles britanniques. Quelques heures à peine après cela, les médias ukrainiens ont commencé à écrire sur des essaims de drones, des poignards volants, et des missiles balistiques. Toutes les catégories d'armement possibles ont été mentionnées. Les frappes, selon les premières informations, ont été menées simultanément sur plusieurs axes stratégiques, couvrant un vaste territoire allant des régions de Kharkiv et de Dnipropetrovsk à celles de Kiev et même d'Odessa. En conséquence, une partie des régions s'est retrouvée sans électricité totalement ou partiellement. À Kiev, selon des témoins, les centrales biothermiques NDG5 et NDG6 ont de nouveau été attaquées et pour la première fois depuis très longtemps, la centrale thermique de Trypillia a été touchée. Et c'est là que les choses qui sont devenues intéressantes. Certaines chaînes de surveillance ont émis l'hypothèse que des Iskander inhabituels avaient été utilisés pour frapper la centrale de Trypillia. Et, attention, des missiles coréens que l'on a déjà surnommés Kim Skander, les modèles KN-23 ou KN-24.
Si cette information se confirme, cela signifiera que la géographie des livraisons militaires pour l'armée russe est beaucoup plus large qu'on ne le pensait auparavant. La région d'Odessa n'a pas non plus été épargnée. Plusieurs séries de fortes explosions ont retenti dans différentes zones, mais le coup le plus dur a été porté à la ville portuaire d'Izmaïl. Là-bas, selon les habitants, la nuit s'est transformée en un véritable chaos. Alors que les conséquences des frappes nocturnes étaient liquidirent dans le sud et le centre du pays, la question du sort de Pokrovsk a commencé à être de plus en plus débattue à Kiev vers le matin. Au début, on en parlait à voix basse dans les couloirs, mais ensuite le sujet était passé au niveau des déclarations publiques. L'expert militaire Pavel Lakitchouk a déclaré dans l'une de ses interviews que la ville, qui était encore récemment considérée comme un bastion clé de la défense ukrainienne dans le Donbass, avait désormais complètement perdu sa valeur stratégique. Selon lui, après que les troupes russes ont percé et coupé l'autoroute Pokrovsk-Konstantinovka, le rôle de la ville en tant que nœud logistique et de défense important a tout simplement disparu. Elle n'est plus capable de relier en une seule ligne la défense menant à l'agglomération Konstantinovka-Druchkovka-Kramatorsk. De là découle une conclusion simple et malheureuse pour Kiev. Le front a commencé à se déplacer et le commandement ukrainien le comprend parfaitement. Cependant, malgré les faits évidents, Kiev semble continuer à faire bonne figure, faisant semblant que la situation est sous contrôle total, bien que, si l'on écoute ceux qui connaissent vraiment la situation de l'intérieur, il devient clair que le tableau est loin d'être aussi rose. Les troupes russes, quoi qu'il arrive, continuent d'avancer lentement mais sûrement. Sur la plupart des axes, elles progressent pas à pas, laissant derrière elles non pas des positions isolées, mais des nœuds entiers de la défense ennemie. Dans la région de Zaporozhye, par exemple, elles sont apparues dans des endroits où on ne les attendait absolument pas. Après avoir contourné le flanc est, les unités russes se sont en fait retrouvées à l'arrière des fortifications ukrainiennes. Cela a radicalement changé l'équilibre des forces dans cette zone. Les troupes ukrainiennes se sont retrouvées sans couverture sur le flanc et ont été contraintes de battre en retraite à la hâte pour ne pas être encerclées. Si l'on regarde l'ensemble de cette situation, il devient clair que le moment est venu pour Kiev de réfléchir sérieusement à la fin du conflit et au début des négociations, car les gens continuent de mourir, les villes sont détruites, et chaque nouvelle frappe sur les infrastructures énergétiques rend la vie des civils de plus en plus difficile et insupportable. Mais au lieu de chercher une issue à la situation actuelle, les autorités ukrainiennes recommencent à alimenter dans la société le thème de la défense totale, d'une nouvelle vague de mobilisation et de la lutte jusqu'au dernier Ukrainien. Lakitchouk, en parlant de Pokrovsk, a même utilisé une phrase assez dure mais honnête, déclarant que la ville, en fait, avait fait son temps. C'est-à-dire que tant qu'elle était nécessaire pour retenir les troupes russes, ils l'ont gardée. Et dès qu'elle a perdu sa valeur stratégique, elle s'est transformée en un rasrodné matériel. Après la percée de l'autoroute, le maintien du nœud de Pokrovsk est devenu une question non pas de stratégie militaire, mais exclusivement d'image politique. Il est intéressant de noter qu'il y a encore très récemment, le commandement ukrainien y transférait d'énormes réserves, se vidant littéralement de ses dernières forces et retirant des unités d'autres directions. Et maintenant, alors que la défense de la ville n'a plus de sens, ils essaient toujours de s'y accrocher. Apparemment, dans l'espoir que les pluies d'automne et la Rasputitsa empêcheront les troupes russes de s'installer sur la nouvelle ligne Rodinsko-Dobropolye. Mais, comme le disent les militaires eux-mêmes, le temps dans de telles conditions peut ralentir l'avancée des deux camps, et pas seulement d'un seul. Et pendant que les canons grondent sur le front, un travail moins bruyant, mais non moins important, bat son plein dans les états-majors. Il semblerait que toute l'attention soit rivée sur la ligne de contact, mais en coulisses se déroule un processus qui déterminera peut-être combien de temps ce conflit durera encore. Il s'agit de la manière dont les deux camps ont commencé à restructurer radicalement leurs armées. À Kiev, on a récemment annoncé officiellement une réforme d'envergure. Les forces armées ukrainiennes passent de l'ancien système de brigade encore soviétique à un nouveau système de corps d'armée.
Pour expliquer cela simplement, auparavant, toute la structure de l'armée était divisée en brigades distinctes. C'est un système assez souple, mais il n'est pas conçu pour maintenir un front de plus de 1000 km. Il a maintenant été décidé de rassembler toutes ces brigades en une formation plus importante, les corps d'armée. Au total, 18 ont été créés, dont la plupart ont été intégrés aux forces terrestres et plusieurs ont été transférés aux forces d'assaut aéroportées, à l'infanterie de marine et à la garde nationale. À première vue, cela ressemble à une étape tout à fait logique et correcte. Le commandement ukrainien veut rendre le système de gestion plus clair, centralisé et compréhensible. Mais derrière ces belles paroles se cache une dure réalité. La structure de brigade fonctionne parfaitement dans des conditions de guerre de mouvement lorsque la réaction rapide et la mobilité des unités sont importantes. Mais lorsque la ligne de front s'est stabilisée et s'est transformée en une bande continue de défense, qu'il faut maintenir jour après jour, tout devient beaucoup plus compliqué. De nombreux experts estiment que cette réforme est plus forcée que planifiée. Les Ukrainiens essaient simplement de copier ce qui est utilisé avec succès dans l'armée russe depuis plusieurs années, où le système de corps d'armée est depuis longtemps rodé et a prouvé son efficacité. Dans un tel système, le commandant de corps est entièrement responsable de toute sa portion du front, a le droit de rasporajats indépendamment des ressources qui lui sont allouées, de planifier des opérations et d'agir sans longue soglassovanie avec le haut commandement. Sur le papier, tout semble beau et logique, mais en réalité, une énorme question se pose. Où trouver les gens ? Un corps d'armée, ce n'est pas 10 personnes dans un état-major, c'est une structure militaire à part entière, dont le nombre peut atteindre 20 000 militaires. Or, de nombreuses unités ukrainiennes sont déjà sérieusement sous-équipées selon des sources connaissant la situation. Le processus de formation des corps d'armée a commencé l'année dernière, mais le problème des effectifs n'a pas été résolu. Il ne manque pas seulement des simples soldats, mais aussi, et c'est encore plus important, des commandants expérimentés capables de gérer des unités aussi importantes. Ainsi, malgré les déclarations fracassantes, tout cela ressemble pour l'instant davantage à une perestanovkoï organisationnelle avec de nouveaux noms. Grosso modo, il y avait 18 groupes opérationnels, il y a maintenant 18 corps d'armée. Si ce changement de nom n'est pas suivi d'une véritable réorganisation et d'un remplissage des effectifs, rien ne changera en fait. Mais il y a un autre détail important, le simple fait de passer à un système de corps d'armée est une reconnaissance indirecte du fait que la guerre a cessé d'être hybride ou de mouvement. Elle est devenue une guerre de position classique avec des lignes de défense fortifiées, des duels d'artillerie et des combats d'usure. Et maintenant, l'Ukraine semble essayer de construire, à partir de ses forces armées, une armée stable à long terme, capable de mener une telle guerre. Seulement, la question de savoir dans quelle mesure ils y parviendront est loin d'être tranchée. Car réformer une armée en marche sous des tirs constants et la pression du front est une tâche pratiquement impossible. Pendant que Kiev est Zanias et Perestanov-Kami organisationnels, Moscou ne reste pas les bras croisés non plus, mais là-bas, contrairement à l'Ukraine, on s'est attaqué non pas au front, mais à l'arrière. Cette partie de la machine militaire qui reste généralement dans l'ombre, mais sans laquelle aucune opération ne peut être couronnée de succès. Le ministre de la Défense Andrei Belousov a récemment approuvé une réforme d'envergure visant à mettre de l'ordre dans les parties administratives et chozaïstvene du ministère. En termes simples, il s'agit de débarrasser les militaires des interminables paperasseries et des chaînes bureaucratiques inutiles. La tâche est clairement définie. Les combattants et les commandants sur le front doivent donc s'occuper de la guerre et non de remplir des papiers. Un département distinct a même été créé pour améliorer l'efficacité. Le nom sonne presque comme s'il venait du monde des affaires, mais son sens est parfaitement clair. Tout doit fonctionner plus vite, plus précisément et sans délais inutiles. La première et principale direction de la réforme est la numérisation totale, les papiers sans fin, les signatures, les copies, les soglassovagnes, tout cela doit appartenir au passé. Ils seront remplacés par des ordres électroniques, des rapports automatisés et des bases de données numériques.
Dans des conditions de combat, chaque minute compte. Si un document est bloqué quelque part dans un entrepôt, cela signifie que quelqu'un sur le front ne recevra pas à temps des pièces de rechange pour l'équipement ou des munitions. La deuxième direction est la simplification du système d'octroi d'Elgo. Les soldats et leurs familles doivent recevoir tous les paiements élgotés auxquels ils ont droit rapidement, sans bégotterie humiliante dans les instances. Trop souvent, les lenteurs bureaucratiques se transformaient la résolution de questions simples en des mois d'attente pénibles. On veut maintenant rendre ce système aussi clair et accessible que possible. Troisièmement, la modernisation de la construction militaire. Et il ne s'agit pas seulement de nouvelles casernes, mais aussi de la réparation des aérodromes, des entrepôts, des centres médicaux et des polygones. Tout ce qui soutient l'armée doit être remis en état car une infrastructure moderne est aussi une arme. Vient ensuite la médecine, évacuation rapide des blessés, traitement de qualité, équipement moderne. Tout cela influe directement sur la capacité de combat de l'armée et le moral des soldats. Sans un système médical fiable, on ne peut pas se battre longtemps. La cinquième direction est l'achat. On veut ici rendre l'ensemble du processus aussi transparent que possible afin d'éviter les retards, les nédopostavki et les risques de corruption. Toute armée repose sur l'approvisionnement et lorsque cette chaîne tombe en panne, cela se répercute immédiatement sur la situation au front. Sixièmement, la réparation des équipements. Un sujet qui semble ennuyeux et routinier, mais c'est précisément à cause des problèmes de réparation que des opérations entières échouent souvent. Une seule machine défectueuse peut arrêter l'avancée de toute une unité. Il s'agit maintenant d'accélérer et d'améliorer les processus de réparation. Et enfin, septièmement, l'approvisionnement en biens matériels, uniformes, équipements, chaussures, tout doit arriver à temps et en quantité suffisante. Mais la phrase la plus importante de toute cette réforme, que le ministère répète comme un mantra, est l'optimisation qui conduit à l'abandon des ordres sur papier. Pour certains, cela peut sembler une bagatelle, mais en réalité, pour une structure aussi conservatrice que l'armée, c'est une véritable révolution. Car dans des conditions de combat, la lenteur peut coûter la vie. Si l'on y réfléchit bien, tout ce qui se passe actuellement dans l'armée russe n'est pas qu'une simple perestanovkouï sur le papier, c'est une tentative de rattraper la réalité qui a changé beaucoup plus vite que le système n'a eu le temps de se restructurer. Lorsque l'opération militaire spéciale a commencé, il semblait que les principaux problèmes étaient l'équipement, l'approvisionnement, la logistique. Mais avec le temps, il est devenu clair qu'un problème beaucoup plus grave était la façon dont la gestion elle-même est organisée. Imaginez la situation. Sur la ligne de front, il est urgent de transférer des pièces pour réparer un véhicule blindé de transport de troupes, mais les papiers pour ces pièces sont signés pendant des semaines. Un document est bloqué à l'état-major, un autre a été envoyé au mauvais service et un troisième attend la signature du chef qui est actuellement en déplacement. Et pendant que toute cette machine bureaucratique essaie de se déployer, l'équipement est à l'arrêt, les combattants attendent et un temps précieux s'écoule. C'est précisément ce qu'il a été décidé d'en finir. Le nouveau système est un pas vers le fait que le front et l'arrière fonctionnent comme un seul organisme harmonieux, sans retard, ni soglassovanie inutile. Désormais, tout sera lié au numérique, à l'automatisation et à la rapidité de la prise de décision. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une optimisation interne. C'est la prise de conscience que la guerre moderne est avant tout une guerre de données. Celui qui recueille l'information le plus rapidement, la traite et prend sur cette base la bonne décision gagne. Moscou, semble-t-il, l'a compris. Pendant longtemps, le ministère de la Défense est resté l'une des structures les plus conservatrices et les plus bureaucratiques. Des dizaines de services, des montagnes de papier, de longues chaînes de signatures, où chaque papier pouvait rester bloqué pendant une semaine. Aujourd'hui, sous la pression de la dure réalité, la pérézorka du système commence. Oui, elle est douloureuse, mais absolument nécessaire. Car un conflit moderne, ce n'est pas seulement l'artillerie, les missiles et les drones, c'est la logistique, l'approvisionnement, la coordination et la communication.
Si vous travaillez lentement, le front perd inévitablement de son rythme. Et inversement, lorsque tous les processus à l'arrière sont bien construits, les troupes sur la ligne de front peuvent avancer sans perdre un seul jour, une seule heure. C'est pourquoi le ministère parle aujourd'hui à tous les niveaux de numérique, de vitesse et de gouvernance. Cela ressemble en partie à la façon dont les entreprises bien modernes passent à de nouveaux modèles de gestion plus souples, moins de routines manuelles, plus d'automatisation. Mais ici, les enjeux sont incommensurablement plus élevés. Il ne s'agit pas de profit, mais de survie et de victoire. Certains analystes militaires qualifient déjà cette réforme de la plus importante de l'armée russe depuis des décennies, car auparavant, les changements concernaient principalement l'équipement. De nouveaux chars, avions, systèmes de missiles sont apparus. Et maintenant, il s'agit de la chose la plus importante, les gens et les processus. Cette restructuration concerne absolument tout, du service de production de munitions à l'approvisionnement des soldats en biens matériels. Même l'uniforme, l'équipement et la livraison de nourriture sont désormais inclus dans le système de gestion général. Si auparavant il s'agissait de services distincts, tout doit désormais fonctionner dans un flux d'informations unique. L'idée est que toute demande d'une unité sur la ligne de front parvienne à l'exécutant à l'arrière instantanément, sans 10 maillons intermédiaires, et que l'on puisse à tout moment suivre où telle ressource est bloquée, qu'il s'agisse de munitions, de carburant ou de médicaments. Et c'est en fait la reconnaissance d'un fait important. La guerre moderne se déroule non seulement sur la terre et dans les airs, mais aussi au niveau des données, de l'information et de la rapidité de la prise de décision. C'est une bataille de la logistique contre le chaos. Il est révélateur que de nombreux officiers sur le terrain ont déjà remarqué les premiers changements. Les documents ont commencé à arriver plus vite, les décisions étant prises sans les lenteurs habituelles. Bien sûr, tout n'est pas parfait. L'ancien système résiste, mais le simple fait que de tels processus soient lancés en dit déjà long. Un officier participant à la mise en œuvre de la réforme a prononcé une phrase très juste. À la guerre, un papier tue aussi bien qu'une balle, mais plus lentement. Et c'est peut-être dans ces mots que réside toute l'essence de ce qui se passe, car c'est précisément la lenteur, la bureaucratie excessive et le détachement de l'arrière du front qui freinaient auparavant l'armée. Désormais, le cap s'est mis sur l'éradication de tout cela. Et si l'on parvient à mener à bien cette réforme, cela pourrait être un tournant non seulement dans le conflit actuel, mais aussi dans la manière dont l'armée du futur sera organisée. Car ce n'est un secret pour personne que ce qui se joue actuellement, ce n'est pas seulement une bataille pour des territoires, c'est une confrontation entre deux systèmes où celui qui gagne n'est pas celui qui a le plus d'hommes ou de chars, mais celui qui pense le plus vite, s'adapte le plus vite et sait gérer ses ressources le plus efficacement. En ce sens, la réforme de Belousov n'est pas qu'une simple optimisation, c'est une sorte de reconnaissance du fait qu'au XXIe siècle, il faut se battre avec son intelligence et non avec des tonnes de rapports sur papier. Si tout ce qui a été conçu fonctionne, l'armée deviendra beaucoup plus souple et les décisions plus rapides. Et cela aura un impact non seulement sur la ligne de front, mais aussi sur le moral des troupes. Car lorsque les combattants voient que leurs problèmes sont résolus rapidement et que leurs demandes sont satisfaites à temps, la confiance dans le système augmente. Et la confiance, c'est ce sur quoi repose toute armée. Plus cette histoire dure, plus une chose devient claire. La guerre n'est pas seulement une bataille pour un territoire. C'est un immense miroir dans lequel se reflètent tout, les points forts et les points faibles de l'État, les erreurs, les faux pas et la véritable qualité des gens. Ce qui semblait encore hier une bagatelle insignifiante devient aujourd'hui un facteur décisif. Et ce que l'on pouvait auparavant couvrir d'un beau rapport ou de paroles grandiloquentes se manifeste désormais dans toute sa triste réalité. Prenez par exemple cette même réforme de l'arrière, à première vue, c'est une sèche bureaucratie. Termes ennuyeux, numérisation, optimisation, logistique. Mais si l'on y regarde de plus près, derrière tout cela se cache une simple logique humaine. Sur la ligne de front, tout dépend de la vitesse, de la rapidité avec laquelle un ordre est donné, de la rapidité avec laquelle les munitions sont livrées, de la rapidité avec laquelle une équipe de réparation est amenée pour un équipement endommagé.
Et lorsque ces processus commencent à fonctionner comme sur des roulettes, cela signifie que quelque part là-bas, dans l'arrière-pays profond, loin du front, quelqu'un fait vraiment bien son travail. Le monde a l'habitude de considérer la guerre comme quelque chose d'extérieur. Explosion, fumée, flèches se déplaçant sur une carte, rapport sec sur les pertes, mais la réalité est beaucoup plus profonde et complexe. C'est un immense réseau composé de millions de détails où chaque personne, chaque bouton du système de gestion, chaque signature apposée à temps peut jouer un rôle décisif. Et c'est là que commence ce que l'on peut appeler la guerre de deuxième niveau, la guerre pour l'efficacité, pour la vitesse, pour l'ordre, cette guerre qui se déroule parallèlement au combat sur la ligne de front, mais sans la victoire de laquelle on ne peut gagner aucune bataille. La Russie, semble-t-il, mise précisément sur cela, sur la mise en place d'un système capable de vivre et de fonctionner longtemps, sans panne ni accroc, sur le fait que l'armée cesse d'être un simple ensemble d'unités disparates, mais devienne une machine unique, vivante, moderne et stable. Et l'Ukraine, de son côté, essaie simultanément de tenir le front et de se restructurer en marche. Ils doivent le faire sous une pression constante, ce qui est bien sûr très difficile. Leur passage à une structure de corps d'armée est une étape risquée, mais logique dans les circonstances actuelles. La seule question est de savoir s'ils auront assez de force et de ressources pour mener à bien cette réforme, alors que le front exige à chaque minute de nouvelles réserves. Si l'on regarde tout cela d'un peu plus loin, il devient évident que les deux camps apprennent. Ils apprennent à se battre, à gérer, à s'adapter. Ils font des erreurs, corrigent les erreurs, tombent à nouveau et se relèvent à nouveau. Et même si l'on voudrait dire que tout cela va bientôt finir, il n'y a pour l'instant aucun signe réel de cela. Il est intéressant de noter que la guerre a depuis longtemps dépassé les limites de notre compréhension habituelle. Elle s'est transformée en un immense et cruel examen pour des États entiers. Celui qui saura se restructurer, celui qui saura tirer les bonnes conclusions de ses erreurs et renouveler le système, celui-là tiendra bon. Et celui qui restera prisonnier de la vieille mentalité, aussi fort soit-il au départ, commencera inévitablement à perdre de son rythme. Cette nouvelle réalité, ce n'est pas les attaques héroïques avec un drapeau sur la tête ou les slogans grandiloquents. C'est l'endurance, la logique et la capacité de prendre des décisions difficiles. C'est les officiers intelligents qui comprennent que commander, ce n'est pas crier, mais mettre en place des processus. C'est les ingénieurs qui assemblent de nouveaux drones la nuit dans les garages. C'est les médecins qui sortent les blessés de sous le feu. C'est les télécommunications qui maintiennent la communication lorsque tout s'écroule autour. La guerre moderne est devenue une guerre de système et ceux qui en prennent conscience avant les autres obtiennent un avantage énorme, même si ce n'est pas immédiatement, car à long terme, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de la gestion. Peut-être qu'un jour, dans le futur, les historiens appelleront cette période une période de transition. Une époque où les armées ont cessé d'être de simples rassemblements de troupes, mais sont devenues d'immenses organismes numériques où chaque rouage est important. Et aussi étrange que cela puisse paraître, il y a un avantage inattendu dans cette histoire difficile et tragique. Elle a forcé tout le monde à repenser la façon dont l'État est organisé. Car si l'armée commence à fonctionner plus efficacement, cela signifie que dans d'autres domaines civils aussi, on peut mettre de l'ordre. Et si le système résiste à la pression colossale de la guerre, cela signifie qu'en temps de paix, il pourra se développer encore plus vite. Bien sûr, pour l'instant, c'est encore loin, tant que les explosions grondent, tant que les combats se déroulent, tant que les gens attendent avec anxiété des nouvelles de leurs proches, il est difficile de parler d'un avenir radieux, mais il se forme déjà. Là où les ingénieurs, à la volée pérédelle de vieux équipements pour de nouvelles tâches, là où les soldats maîtrisent le pilotage de drones plus vite qu'on a le temps d'écrire des instructions pour eux, là où une décision n'est pas prise sur papier mais en fonction de la situation. Voilà ce qu'est le véritable changement et peut-être est-ce lui qui déterminera un jour qui sortira plus fort de cette guerre. Donc, si l'on essaie de tirer une sorte de bilan, on peut dire que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la force des déclarations mais la capacité à changer. Qui s'adaptera le plus vite,
qui trouvera le bon équilibre entre le front et l'arrière, qui construira un système où chacun connaît sa place et sa tâche, celui-là tiendra bon ce marathon. Et pendant que la nuit cède la place au matin et que quelque part là-bas, près de Kherson ou de Zaporozhye, cela sonne à nouveau dans l'air et que quelqu'un dans un état-major ouvre à nouveau une carte, que quelqu'un dans un bunker vérifie la communication et que quelqu'un regarde simplement dans l'obscurité et pense à quand tout cela finira. Mais la réponse à cette question, semble-t-il, seul le temps la connaît. Ta